Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Sectaire. Salut Sectaire. Salut. Alors ça me fait très plaisir de t'avoir dans Hot Takes et Slow Burn. Est-ce que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent ce que tu fais un petit peu dans le beau monde des internets? Oula, alors j'ai un parcours un peu chaotique, on va dire, puisque j'ai mené à bien des études d'infirmier, j'ai mené à bien des études d'archéologie et des études d'anthropologie. Et finalement, tout ça a fait un grand mix, et je me suis retrouvé à devenir artiste-auteur, puisqu'il faut c'est ce qui a marqué sur ma fiche INSEE, artiste-auteur, et plasticien, plus exactement, puisqu'en France, tu sais, tu ne peux pas juste être artiste, tu dois être artiste quelque chose. Ah oui, d'accord. Donc, mais en fait, non, je fais plein de trucs, de la vidéo, du son, de la peinture, évidemment, de l'art digital, voilà. Et j'en vis mal. Écoute, c'est bien d'en être conscient, je suppose. Bon, on n'a pas trop le choix, surtout. Et donc, bah, non, mais c'est ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, il se trouve que là, c'est un petit peu en pause, mais tu fais du stream et tu fais du podcast, puisqu'on peut te retrouver dans le formidable Note de Bad Pad. Absolument. Alors en fait, le stream n'est pas en pause, je fais du stream de jeux vidéo quasiment tous les jours sur ma chaîne, et avec donc une amie, Kabuka, on fait un podcast, Note de Bad Pad, où on décortique, vu elle est docteur en histoire, et donc moi j'ai un M2 en archéologie, on décortique un peu les jeux vidéo sous comment on peut dire, sous une vision universitaire, mais j'aime pas dire ce mot, enfin, c'est, on va dire un peu plus que j'aime pas, voilà. On essaye de décortiquer un peu les jeux, et les jeux surtout historiques. Ouais, donc c'est en général assez poussé en termes de recherche, et puis oui, on essaye. Et puis donc tout le contraire de Hot Takes et Slow Burn, où c'est un connard qui croit que ce qu'il a à dire est intéressant, et bon, on est tous comme ça. Et délire tout seul. On est tous comme ça. Oui, mais oui, non, mais évidemment, mais la méthode est très différente. Et donc là, pour l'instant, Kabuka n'est pas disponible, et c'est en partie pour ça qu'on se retrouve juste toi et moi pour cette émission, mais on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, puisque nous allons faire un de mes formats préférés de Hot Takes et Slow Burn. On va faire un bel métaphore. Absolument. Donc, est-ce que tu veux nous rappeler comment fonctionne le format belle métaphore, ou est-ce que tu veux que je le fasse? Écoute, je veux bien que tu le fasses, puisque je n'en ai pas trop... Voilà, j'ai pas trop compris votre principe, en fait. J'ai écouté parce que je suis très, très consciencieux, mais j'ai pas tout compris. Alors, belle métaphore, l'idée, c'est que dans une de ses vidéos, Mark Brown de Game Maker's Toolkit disait que les mécaniques de jeu étaient des métaphores. Et la question que je me suis posée, c'est, mais de quoi ces mécaniques de jeu peuvent-elles être des métaphores? Et je me suis dit qu'on pourrait en discuter en faisant ces plus belles dissertations de bac de français pour essayer de décortiquer quelles métaphores peuvent se cacher derrière les mécaniques de nos jeux préférés. D'accord, ok. Oui, c'est bien ce que j'avais cru comprendre finalement, mais c'était le côté bac de français qui m'avait un peu... Genre thèse, antithèse, synthèse, enfin, truc affreux. Ah oui, mais c'est ça, on essaie de vraiment aller au bout du sujet, mais de façon
On essaie de faire ça bien, mais on n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut faire preuve de beaucoup de mauvaise foi? Ah, c'est le principe, D'accord. c'est le but, c'est Bon, ça l'objectif. Alors ça va. Beaucoup de mauvaise foi, avec du vocabulaire pompeux si on peut. Ok. Ça, je pense que je peux essayer d'en faire un peu. Genre Très on bien. emploie des mots genre intradiégétique, enfin des trucs comme ça quoi. On est très dans le. Ah, on peut aller beaucoup plus loin qu'un Oh là diégétique. Donc je vais parler comme un charretier pour contrebalancer et essayer de faire un peu plus popu quoi, parce que voilà, non, là il faut contrebalancer, c'est pas possible. Ok. Ok. Et donc, je vais chanter le micro-générique de Belle Métaphore. Belle métaphore, c'est une belle métaphore. Ah oui, ça valait le coup quand même. Je t'en Merci. prie. Et donc, le sujet dont nous allons parler, c'est une mécanique de jeu qui est omniprésente dans le monde merveilleux du jeu vidéo, puisque c'est un petit peu la fondation sur laquelle la plupart des expériences de jeu ont été construites, c'est la mort dans les jeux vidéo. Absolument. Et déjà, j'ai envie de te dire tout de suite, pour pas être pompeux, de quoi on parle dans la mort dans les jeux vidéo. Eh ben, c'est une très bonne question, puisque je pense qu'on peut remonter à l'époque des bornes d'arcade, où donc le modèle économique de la borne d'arcade, c'était de faire perdre les joueurs, les joueuses, pour leur faire remettre des pièces dans la machine, et donc il fallait créer un état d'échec, et que cet échec-là soit sanctionné par le fait de devoir remettre une pièce dans la machine, un petit peu en leur temps les flippers avec le nombre de boules qu'on avait par crédit, et quand on n'avait plus de boules, si on voulait continuer le flipper, il fallait remettre une pièce. Finalement, c'est un petit peu cette idée-là qui a été reprise dans les jeux vidéo en borne d'arcade, et dans la mesure où on n'est pas à un niveau d'abstraction aussi élevé dans un jeu vidéo que dans un flipper, il fallait représenter cet état d'échec de manière un tout petit peu plus comment dire ça, un tout petit peu plus incarné que juste on est à court de boules. Et dans la mesure où sur ces bornes d'arcade on contrôlait en général soit un petit personnage, soit un vaisseau spatial dont il était sous-entendu qu'il y avait un petit personnage à l'intérieur, ça paraissait logique que l'état d'échec soit la mort de notre avatar vidéoludique. Et pour moi, ça a commencé là. Effectivement. À ceci près qu'il y avait beaucoup de bornes d'arcade à l'époque qui étaient où tu perdais en fait. C'était plus un état d'échec comme tu as dit effectivement, mais je pense par exemple à Qbert ou tout simplement tu prends Street Fighter en borne d'arcade. Street Fighter en borne d'arcade, tu perds le combat, tu meurs pas. C'est vrai. Ce qui revient au même, hein, on est d'accord. Mais Oui, c'est vrai que l'échec n'était pas toujours sanctionné par la mort, mais pour moi, c'est là que ça a commencé. Ok. Ouais, effectivement, pourquoi pas. Par exemple, Space Invader, oui, typiquement, ouais. ou Pac-Man. Pac-Man, on le voit qui s'ouvre comme ça et puis qui disparaît. Je pense que c'est un sort peu enviable qui lui arrive à ce moment-là. Il s'est fait manger par les fantômes, effectivement, comme le dit la chanson. Mais toutefois, Tetris, par exemple, tu ne meurs pas. Je peux te prendre plein de contre-exemples de jeux en fait où tu ne meurs pas, même des jeux de l'époque. Hein. Ah, bien sûr, je suis d'accord avec toi. L'état d'échec dans le jeu vidéo n'est pas toujours représenté par la mort de l'avatar vidéoludique, et c'est pour ça que ces jeux-là, on va pas en parler aujourd'hui. Mais exactement, tout à fait. Mais je pense qu'il y a, enfin, à mon avis, pour la mort dans les jeux vidéo, je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur c'est quoi mourir dans un jeu vidéo, à mon avis. C'est-à-dire, est-ce que c'est un échec, et puis tu recommences, et puis voilà, et tu remets des sous dans la machine quand c'était des bornes d'arcade, ou maintenant tu relances ta partie, ou est-ce que c'est un jeu qui parle de la mort ? C'est-à-dire, un jeu d'aventure, par exemple, où ton personnage va mourir. Où les gens autour de toi vont mourir, autour de ton personnage vont mourir. C'est aussi un jeu où il y a la mort dans le jeu.
Et on est vraiment, à mon avis, sur des degrés différents. C'est-à-dire que si je te dis comme ça, tiens, t'es mort dans tel jeu, ah, t'es mort, c'est effectivement ce que tu disais au début, t'as perdu. C'est tout. Ouais. Et on recommence. Donc t'es pas mort. Si maintenant tu joues à un roguelike, bah, si t'es mort, ça a d'autres conséquences dans le jeu. Parce que tu perds toute ton avancée. Je parle des roguelikes purs et durs. Hein. Tu perds toute ton avancée, toute ta progression, etc. Il n'y a que ton skill à toi qui reste, quoi. Ce que tu as appris sur le jeu, finalement. Donc, tu vois, on est quand même sur différents... Et si je ne fais que jouer à un jeu, je pense par exemple à, je sais pas, un jeu d'aventure, les Chevaliers de Baphomet ou un truc dans le genre, bah, s'il y a un des personnages qui meurt dans le jeu, c'est pas vraiment une mort, c'est dans l'histoire, comme si tu lisais un roman et qu'il y avait quelqu'un qui mourait dans le roman. Donc, tu vois, on est sur... Je pense qu'il y a différentes couches, en fait, dans la mort, dans le jeu vidéo. Donc, c'est pour ça que... Ah oui, je suis bien d'accord. Faut préciser... Enfin, à mon avis, il faut vraiment différencier la mort de ton personnage que tu incarnes. Qu'est-ce que c'est aussi la mort dans le jeu vidéo dans ces cas-là, pour en faire, comme tu dis, une métaphore de la mort. Elle peut être exprimée, surtout maintenant où on a vraiment du choix, elle peut être exprimée par des tas de façons différentes. Je suis bien d'accord et je pense qu'on peut essayer de faire une espèce de rapide tour d'horizon de comment la mort se présente Oui. sous différents aspects dans les jeux vidéo et qu'est-ce que ça nous dit du rapport que le jeu en vidéo entretient avec le concept de mort lui-même. Et oui. Bah moi je pense si on enlève tous les jeux, comme tu as dit au début, qui ne sont absolument pas sanctionnés par la mort. Donc je pense qu'on peut évacuer tout comme les jeux à la Tetris, etc. Ça, on s'en fiche. Même les jeux de combat, même si dans Mortal Kombat on meurt, mais tu meurs pas vraiment, tu reprends ton personnage tout de suite, donc on s'en fout, c'est juste un effet visuel. Il n'y a pas de sanction à part la perte de ta partie sur le moment, je veux dire. Donc il reste quoi finalement ? Il nous reste les jeux d'aventure, les jeux de type, alors je sais pas comment on appelle ça, les Dark Souls, tu vois, toute cette clique-là, les roguelikes, et puis les jeux de stratégie finalement, où ça meurt à tour de bras. Sauf que tu meurs pas dans le jeu de stratégie, tu fais mourir des gens. Tu fais mourir tes petits personnages. Ah, ça dépend. Si tu prends des RPG tactiques comme les Fire Emblem par exemple, un des attraits de cette série qui moi me parle pas du tout, donc je vois pas pourquoi les gens s'y intéressent, mais c'est que les personnages qui t'accompagnent dans ta quête peuvent mourir définitivement. C'est une des mécaniques du jeu. Je ne savais pas. Jamais joué à un Fire Emblem. Ça, je te laisse. Et ben, c'est très frustrant. Voilà. J'imagine. Donc tu peux t'attacher à tes personnages et ils meurent. Et ensuite, un mauvais coup de RNG sur une attaque ou une mauvaise évaluation de la distance de déplacement des ennemis, et puis hop là, c'est fini. Ah oui, d'accord. Adieu pour toujours. Ouais, là c'est dur. Bah, tu as un peu ça dans un jeu, je sais pas si tu connais Caves of Quod. C'est un roguelike. Alors, tu connais pas ? C'est un roguelike RPG, c'est pas très connu évidemment, c'est un truc ultra indépendant. C'est un type Brian Bucklew, je crois, Brian Bucklew, un Américain qui a fait ça en fait dans son coin, et c'est un peu au début c'était en ASCII et puis il a mis quelques petits graphismes absolument répugnants pour la plupart des gens, que moi je trouve fabuleux. Et en fait, il a fait vraiment un RPG roguelike, c'est-à-dire que le monde ne bouge pas, les aventures bougent pas des masses, mais par contre, ton perso, quand il meurt, bah, c'est fini, quoi. Et tu recommences depuis le début. Et c'est très, 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 très chouette, mais du coup, c'est très frustrant et ça joue vachement sur cette frustration. Et ça, c'est une façon de faire mourir tes persos, je pense, qui est la plus impliquante. Il y a plein d'autres exemples, hein, mais pour moi, tu es plus impliqué là-dedans, par exemple, que dans, j'en sais rien, dans Dead Cells, ou pas Dead Cells, Dark Souls, où il y a marqué en énorme « Vous êtes mort », et non, tu reprends là où tu avais sauvegardé juste avant, quoi, à ton dernier feu de... Oui, c'est sûr que dans Dark Souls, il y a beau avoir écrit « Vous êtes mort », t'es pas mort. on n'y croit pas vraiment, dans la mesure où
où de toute façon on se relève, le monde est dans le même état qu'on l'a laissé avant de mourir, et puis on repart. Ce que tu me disais là sur ce jeu, dont le nom m'a déjà échappé. Caves of Quad. Ouais, c'est imprononçable. Ouais. Caves comme Caves et Quad, Q-U-D. Ça me fait penser au jeu Zombie U de Ubisoft qui était sorti au lancement de la Wii U, où une des originalités du jeu, donc c'est un jeu de survie avec des zombies, on peut pas faire pause, on doit fouiller dans son sac en temps réel avec la mablette. C'est que quand ton survivant se fait dévorer par les zombies, en fait, tu prends le contrôle d'un nouveau survivant, et le précédent survivant, avec toutes les affaires qu'il avait, est devenu un zombie dans l'environnement, à l'endroit où il s'est fait tuer. Chouette. Et donc là, c'est pareil, enfin, c'est avec des morts vivants, donc la question de la mort est un petit peu différente, mais il y a une vraie conséquence avec un vrai impact sur la manière dont le jeu se déroule. Là où dans un jeu de plateforme, par exemple, dans un jeu de plateforme, ça va pas du tout être pareil. Je vais prendre un vieil exemple dans des vieux manuels de jeux de plateforme sur console 8 ou 16 bits. Dans la traduction en français du manuel, on va pas t'expliquer que ce sont des vies que tu as pour aller au bout du jeu. Ce sont des essais. Absolument. Ils faisaient ça souvent, mais ça c'était pour pas choquer à l'époque parce que c'était des jeux d'enfants. Donc oui, il y a ça aussi. Hein. Ça a quand même. Il y a ça aussi, c'est sûr. Ça a quand même pas mal évolué. Mais effectivement, oui, il y a le côté essai, il y a le côté. De toute façon, tu as des jeux, puisqu'on parle des vieux jeux, les jeux d'essai, erreur, tu dois recommencer. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de mort. Il n'y a absolument pas de mort là-dedans. Que tu parles des jeux de plateforme, mais c'est exactement ça. Dans Mario ou n'importe quel autre jeu de plateforme, bah ouais, ton personnage il meurt, tu recommences. Qu'est-ce que ça peut foutre, quoi. Enfin, tu recommences ton niveau. Je pense qu'il n'y a aucune. Je pense que ce sont des jeux où il n'y a aucune conceptualisation de la mort, même de la part des créateurs du jeu. Oui, d'autant plus que c'est un des trucs auxquels j'ai pensé, Mario, et je pense que je vais en parler maintenant. C'est que Mario est célèbre pour une de ses manières de mourir, qui est de tomber dans un abysse sans fond. Oui. Un abîme, pardon. Donc bon, c'est pas le seul, hein, mais c'est un des exemples les plus célèbres. Et Nintendo avait fait un truc assez malin avec Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2, avec son système de gravité, où les trous sans fond avaient été remplacés par des trous noirs. Des petits trous noirs qui étaient dans l'environnement et dans lesquels Mario pouvait tomber. Et le truc qui est terrible avec ça, c'est que si on y réfléchit bien, tous les Mario qui sont morts depuis 2007 et depuis 2010 dans les Super Mario Galaxy, si on tient compte des règles de la relativité et de comment fonctionnent les trous noirs, eh bien, ils sont accélérés à la vitesse de la lumière et le temps s'est quasiment arrêté pour eux, et donc ils sont indéfiniment en train de tomber encore dans ces trous noirs à l'heure actuelle pendant qu'on en parle. Oui, effectivement. Oui. Alors, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça quand tu tombes dans un trou noir. À mon avis, t'es juste mort. Mais bah, le truc, c'est que t'es en train de mourir, mais comme le temps relativiste se dilate à tel point qu'il est quasiment arrêté, tu meurs très lentement. Ouais. Peut-être ton corps est peut-être là. Ouais, je sais pas. J'écoute, on n'essayera pas. Hein. Ah, j'ai pas de trou noir non, sous la main. Non plus, c'est dommage. Ça aurait été pratique, mais non, on n'essayera pas. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais tu sais, puisqu'on en parle, je me dis qu'en fait, cette question de la mort dans les jeux vidéo, c'est plutôt en fait, finalement, l'immortalité dans les jeux vidéo. Tu meurs pas. Je crois que malheureusement, là, en y réfléchissant, en t'en parlant, mais tu ne meurs jamais. Et heureusement. Ouais, je suis bien d'accord. Mais il y a un jeu, mais je t'en avais parlé hors antenne, un jeu où ça parle de la mort. C'est-à-dire, alors tu meurs à la fin. Bon, je vais vous le spoiler, on s'en fout, il dure une demi-heure. C'est un jeu ultra indé qui s'appelle Down et qui en fait finit par le suicide du personnage.
Et c'est une horreur, ce jeu. Hein. Donc, c'est un truc en 2D magnifique, c'est très beau. Tu te réveilles, je te fais un pitch vite fait, tu te réveilles dans une forêt, dans une espèce de bois, tu marches, tu fais marcher ton personnage, tu vas rentrer dans des bâtiments, donc c'est en pur 2D, tu rentres dans des bâtiments où tu as des scènes de visiblement ce que tu comprends être ton passé, donc avec vraiment, horrible, quoi. Hein. Tout ce qu'on peut imaginer, j'en parlerai pas, mais tout ce qu'on peut imaginer, tu le lis, hein, juste, hein, c'est vraiment du texte, quoi. Du texte ou des images floues, il n'y a rien de choquant visuellement, mais tu as une ambiance qui est dégueulasse. Et à la fin, ton personnage, il monte sur une chaise et il se pend, c'est fini. Alors là, ouais, ok, c'est un jeu sur la mort. C'est pas un jeu, c'est un jeu où tu meurs, où ton personnage meurt, et c'est un jeu sur la mort. Mais c'est rarissime, des jeux comme ça. C'est plus une œuvre à ce niveau-là. Tu vois. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que un des jeux où la mécanique de mort avait été la plus intéressante récemment pour moi, c'était dans... alors bon, ça va spoiler, c'est un jeu, moins on en sait, mieux c'est, mais bon, faut bien que je produise du contenu. C'est l'excellent Returnal sur PS5. Ok. Donc un jeu où on joue une astronaute échouée sur une planète lointaine et où à chaque fois qu'elle meurt, elle se réveille sur le site du crash. D'accord. Ok. Et une des originalités du rapport à la mort dans ce jeu, c'est que les cadavres précédents de cet astronaute, ils sont toujours là. Oh, c'est frais. Elle les voit. Parfois il y a un parasite qui entre dedans et ils se réveillent et ils attaquent. Il y a on peut trouver des logs avec des textes qui expliquent de manière très cryptique le contexte dans lequel elle s'est retrouvée dans cette affaire sur ces cadavres. Et c'est vraiment le caractère tangible du fait qu'elle meurt et elle revient, et je trouve que c'est une manière vraiment créative et intelligente de mettre en avant cette ambiguïté du fait qu'on te présente le personnage comme étant mort, et pourtant on peut continuer à jouer, et puis en continuant à jouer, c'est comme si de rien n'était, comme tu disais. C'est en fait, si on voulait vraiment avoir une expérience de mort réaliste dans un jeu vidéo, il faudrait que on fasse un truc comme les modes Iron Man dans certains jeux d'aventure ou comme dans Hollow Knight, sauf que en plus de perdre ton fichier de sauvegarde quand tu meurs, tu n'as plus jamais le droit de jouer au jeu de ta vie. Alors, ça me fait penser, ce que tu me dis, à un jeu. Alors, c'est pas toi, c'est pas ton personnage qui mourrait, mais on s'en fout. Et je crois que finalement, il y avait quand même un moyen de reset le truc. C'était un jeu des années 90 qui s'appelait Créature. C'était une sorte de Tamagotchi, mais un peu plus évolué, sur ton ordi. Et donc, c'était une espèce de truc un peu mignon, ça ressemble à des gremlins, pas encore mutés, tu vois. Et donc, ça dit quelque chose. Et en fait, tu avais c'était un Tamagotchi un peu plus évolué, donc tu leur construisais des petits machins, et puis ils étaient contents, et ils mangeaient, et puis il fallait nettoyer leur caisse, bon voilà. Et quand ils crevaient, on t'avait filé une disquette, à l'époque il y avait des disquettes, et on t'avait filé une disquette où il y avait 5 œufs dedans. Donc, t'avais 5 essais, finalement. Et ce qui était dit dans le merchandising du jeu, c'est si vos 5 œufs c'est fini, le jeu vous pouvez le ranger, quoi. C'est vos 5. Ah, c'est audacieux. C'est audacieux. Bon, finalement, évidemment, tu te doutes bien que les magazines, 2 mois plus tard, avaient déjà sorti le truc pour que tu puisses reset tes 5 œufs, donc ils sont pas allés jusqu'au bout de l'histoire, mais l'idée était bonne. Et ce que tu me dis sur le jeu, dont j'ai déjà oublié le nom, sur PS5, dont tu m'as parlé, Returnal, moi ça me fait penser un peu à Dead Cells. Je sais pas si tu as joué à Dead Cells, mais tu as une espèce de blob qui, une cellule, quoi, qui va rentrer dans un corps décapité. Et tu animes ce corps décapité. Et à chaque fois que tu meurs, en fait, tu recommences au début. Donc c'est un roguelike. Hein, donc ils ont trouvé l'astuce, en fait, pour t'expliquer le roguelite. Et tu reviens dans des corps. Et en fait, tu as un monceau de corps.
Et évidemment, c'est toujours le même corps. Enfin, c'est un monceau de mort à chaque fois. Oui. Oui, c'est une manière de recontextualiser la mort dans les roguelites où on est censé mourir encore et encore et encore, qui est aussi exploré dans Hades de Super Agent Games. Oui, il y a une explication. Où comme on est en enfer, et quand on meurt, on se retrouve en enfer. Logique. C'est logique. Et donc. Ou les jeux d'ailleurs où on te fait directement jouer la mort. Il y a eu un petit jeu là un peu à la Hades qui est sorti il y a pas longtemps où tu joues un employé de la mort qui en fait je sais plus comment il s'appelle. Oui, je vois. Il est mort quoi. Donc du coup il meurt pas. Non, ça c'est et mais tu vois ces éléments là où en fait je me rends compte que on essaye à chaque fois de trouver un moyen de pas mourir finalement. C'est pour ça que je te parlais d'immortalité. Et c'est pour ça je trouve que ça marche pas du tout, pour moi en tout cas, sauf dans des cas très rares, les jeux d'horreur, les jeux qui font peur. Parce que je parle pas des jumpscares, je parle vraiment de la trouille, avoir peur pour ta vie dans le jeu. Parce qu'en fait tu t'en fous, tu sais que tu mets ta sauvegarde quoi. Donc c'est plus, j'ai pas envie de me retaper la cinématique que tu me fais plus peur à me retaper 2 heures de jeu qu'à me retaper, que à vraiment mourir. J'ai pas peur pour ma vie, à aucun moment. Sauf si vraiment je suis plongé dans le jeu pour des raisons X ou Y, mais c'est rare. Oui, c'était le premier épisode de Hot Access Slow Burn où on parlait un petit peu des Resident Evil et pourquoi ça fait peur et pourquoi à un moment ça a arrêté de faire peur. Et c'est, mon analyse, c'était que c'était une question de vulnérabilité. Quand ton avatar vidéoludique est très vulnérable, c'est plus facile de se retrouver à avoir peur d'environnements très hostiles et très dangereux, puisqu'on se dit qu'on va se faire dégommer. Et si en plus les éléments hostiles de l'environnement sont soit dégueulasses, soit parlent à notre cerveau reptilien de trucs qui nous font fondamentalement peur, là, ça va créer de l'épouvante. Mais juste mettre des zombies, oui, ça va pas être suffisant pour faire peur, je suis d'accord. Et surtout, comme tu dis, si à un moment tu deviens trop balèze dans le jeu, parce que tu as bien suivi tout ce qu'il fallait faire et que tu as accumulé des armes, des machins, mais t'as plus du tout peur. Non, tu dégommes du monstre au kilomètre, tu t'en fous. Sauf éventuellement dans certains jeux où tu vas avoir peur de recommencer un peu trop loin, quoi, parce que t'as pas sauvegardé. Mais je veux dire, c'est même plus, le jeu devient un shooter et puis t'en as plus rien à faire de ce qui se passe. Genre le dernier Resident Evil, c'était hallucinant, quoi. Le 8, je crois, Village. Il y a un moment, je regardais un streamer le faire. Il y a un moment, il était tellement bardé d'armes que t'as plus peur de mourir. Justement, t'as plus peur que ton personnage meure. Et oui, ça c'est la marque de fabrique des Resident Evil. Mais je trouve que c'est un échec dans ces cas-là. C'est un échec de game design et c'est un échec de la proposition du jeu. Puisque le jeu est censé, comme tu dis, parler à ton côté, tes réactions reptiliennes, tes réactions à ta vie, où tu vas être vraiment porté par t'as pas le choix que d'avoir peur, quoi. J'ai eu ça pour un jeu. Oui, non, je suis bien d'accord. J'ai eu ça pour un jeu et où, franchement, j'arrivais pas à m'empêcher de ne pas avoir peur. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pour Alien Isolation. Mais parce que j'adore le film. J'adore les films aliens. Oui, mais justement, Alien Isolation, alors, je n'y ai pas encore joué. Il est dans le backlog du backlog de mon backlog. Mais pour moi, dans Alien Isolation, il y a vraiment cette idée que t'es une antilope qui joue à cache-cache avec un lion, quoi. Il y a ça. Mais pareil, ça marche si tu aimes le film, les films, et si tu te sens proche de ton personnage. Parce que là, tu crains pour sa vie. Mais sinon, froidement, tu t'en fous de ce qui se passe. Ça... Oui, mais... Non, mais je suis d'accord que après ça dépend aussi de comment on s'engage dans son expérience vidéo. Mais je pense qu'on peut parler de la mort justement dans le jeu vidéo et de l'importance de la conséquence qu'elle a et de l'importance qu'elle a sans faire
forcément référence tout de suite à ta propre crainte. Je veux dire qu'il y a des jeux où les développeurs arrivent à montrer l'importance, par exemple, de tuer quelqu'un. Bon, je pense à cet exemple célèbre à Space Up the Line, où vraiment, on te met dans la peau je crois, Ah oui, militaire. j'y ai joué il y a pas longtemps. Et là, c'est un autre discours, mais ça ne parle que de la mort, finalement, ce jeu. Mais ça te met face à la réalité de la mort. Enfin, ça essaye, en tout cas. Bon. Oui. J'ai trouvé qu'effectivement, le traitement de ce que c'était une situation de guerre et de ce que c'était la violence d'un affrontement militaire, c'était pas forcément retranscrit fidèlement, mais ça l'était infiniment plus que dans n'importe quel autre jeu avec des gros flingues qu'on peut trouver sur le marché. Et tu prends par exemple, là où tu crains pour ta vie, parce que c'est ça en fait, quand on parle de la mort, on parle de crainte pour sa vie, il y a ce jeu qui me vient en tête, et il y a le magnifique This War of Mine. Et This War of Mine, tu sais, où tu dois survivre dans des décombres, voilà. Oui, le jeu, bonne ambiance. Mais oui, mais il y a finalement que ces jeux-là qui arrivent vraiment à te faire toucher du doigt, à mon avis, une réalité de la mort. Le reste, c'est du jeu, justement. Bah oui, non, je suis d'accord, et d'une certaine manière, c'est aussi le cas avec les jeux d'aventure. Finalement, une manière détournée de pouvoir parler de la mort dans le jeu vidéo, ça va être de parler du deuil. Par exemple, l'extraordinaire What Remains of Edith Finch, franchement, ça dure 2 heures, jouez-y. Ça doit pouvoir se trouver pour une bise et un coca sur n'importe quelle plateforme. Jouez-y, franchement, c'est incroyable ce jeu. Un jeu qui parle de la mort avec une justesse, une poésie et une retenue incroyable. Absolument. Mais aussi dans les jeux d'aventure. Donc je vais dire un spoiler pour un jeu qui a 25 ans. On prendra l'exemple du très célèbre Final Fantasy VII avec le personnage de Aerys qui se faisait tuer à la fin du disque 1. Et là, la question de la mort, elle est représentée par le fait qu'on a ce personnage auquel on s'est attaché, auquel on s'était intéressé à son gameplay, à son implication dans le groupe. Et tout à coup, en dehors de notre contrôle, en dehors d'une phase de jeu où on aurait pu essayer de la sauver, elle est tuée et il n'y a rien qu'on puisse faire. Et on peut retrouver ça. On peut retrouver ça dans des jeux d'aventure comme les Baldur's Gate par exemple, où on a des compagnons. Ces compagnons, si on fait pas gaffe, ils peuvent se faire buter. Et si on joue vraiment de malchance, ils peuvent mourir de telle sorte que même la magie la plus puissante peut pas les ressusciter. Et là, soit on a sauvegardé il y a pas très longtemps et on peut réessayer notre coup, soit la sauvegarde n'est pas à l'ordre du jour, et là. Alors ça, c'est. Là, il faut vivre avec les conséquences de ses choix. C'est très intéressant ce que tu dis, vraiment, sur la sauvegarde. C'est-à-dire que. Ah oui. Justement, j'aime bien que tu aies employé ces deux exemples-là, et en même temps, on spoil rien parce qu'ils sont vieux les jeux, donc on s'en fout. Justement, dans Baldur's Gate, tu as joué comme une patate, et un de tes personnages meurt, tu prends une sauvegarde juste avant, et ça va. Dans Final Fantasy VII, tu peux rien faire, c'est dans le script. Oui. Vas-y, recharge autant que tu veux, refais le combat. C'est en plus à la suite d'un combat, parce que je crois que je l'avais refait ce combat en plus. Si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps, mais si je me souviens bien, je crois que j'avais refait le combat en me disant peut-être que je peux la sauver. Et puis non, évidemment, on peut pas, c'est dans le script. Bah non, on voit, il y a la cinématique, il y a Aerys dans le lac, il y a Sephiroth qui arrive, il saute et fini la plante, quoi. Et c'est fini. Ça, je crois que ça, c'est le point d'articulation entre qu'est-ce que va être la mort réelle. Alors, j'ai pas envie de dire réelle, c'est complètement con, c'est dans un jeu vidéo. Enfin bon, c'est compris. Donc, la mort réelle dans un jeu vidéo et finalement la mort de péripétie qui vient juste marquer la perte, comme tu disais. Ça va la perte dans le genre, t'as perdu, ce que tu disais au début. Et finalement,
il y a que celle-là, il y a que quand c'est scripté, que quand c'est obligatoire d'en passer par là et que t'as pas le choix, que c'est une vraie mort de jeu vidéo. Parce que sinon, c'est pas une mort, c'est juste ta perdu recommence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le côté, Absolument. il y a une articulation à faire là-dessus qui est que, oui, c'est la seule façon de vraiment représenter déjà une injustice, puisque c'est une injustice, on le ressent comme une injustice, la mort. Donc là, oui, c'est injuste, comme tu dis pour Aeris, non, j'ai rien fait, quoi. J'ai tout bien joué et vous me l'enlevez quand même. Et en plus, elle est hyper importante, si je me souviens bien, c'est la healeuse du groupe. Oui, c'est elle qui a les capacités de soins les plus importantes. Quoi. Donc c'est la healeuse du groupe. Enfin, il y a tout un. Ils ont très très bien joué leur coup pour ça. Il y a d'autres jeux où ils ont repris ça, mais je pense qu'il y a que dans une obligation d'en passer par là que tu peux vraiment aborder la notion, le concept de mort dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, on ne te laisse pas le choix. Exactement comme dans le jeu indé dont je te parlais tout à l'heure, à la fin, ça finit par le suicide du personnage, c'est fini, quoi. Et tu peux rien faire. Oui, et c'est comme dans Edith Finch, où là, on joue les derniers instants de la vie de la famille Finch, et donc où notre action en tant que joueuse, en tant que joueur, ça va être de provoquer la mort de ces personnages. Donc, il y a un immuable, voilà. Oui, on peut pas aller plus loin. Un dernier exemple que je voudrais citer, qui est un petit peu à mi-chemin, c'est Super Paper Mario, qui était sorti sur Wii. C'est du Paper Mario, donc c'est léger, c'est rigolo, et celui-là, en plus, il avait un gameplay un petit peu à la Super Mario, donc vraiment très éloigné de toutes ces considérations. Sauf que à la fin du monde 6, Mario tombe et meurt et est au fond du trou. Et quand il se relève, il est dans le monde 7, sauf que le monde 7, c'est l'enfer. Il est dans le royaume des morts. Ah oui. Et donc on doit remonter à la surface depuis le royaume des morts. Et donc techniquement, Mario est mort à ce moment-là. Oui. Ah oui. C'est hardcore quand même pour un jeu Nintendo, dit. Ah c'était le baroud d'honneur du Paper Mario qui prenait des risques créatifs. Oui. Mais non pas que les Paper Mario qui sont sortis après soient désagréables à jouer, il était sur quelle machine, tout à fait la même philosophie. Sur Wii. Et tu jouais avec la Wiimote façon manette de NES. Et quand tu pouvais tu pouvais fouiller l'environnement en pointant la Wiimote vers l'écran. Et une des particularités, c'est que tu pouvais passer temporairement de la 2D à la 3D pour franchir certains obstacles. D'accord, ok. Oui, comme souvent. Moi, je l'aime beaucoup, ce jeu. Comme souvent dans les Paper Mario. Après, il y a un dernier point sur lequel moi j'aimerais, parce que j'avais prévu d'en parler, parce que j'adore ces jeux-là. Alors du coup, je suis désolé, j'en profite, je balance mes dadas. Vas-y. Les jeux indés, les jeux, voilà. Et moi, évidemment, il y a un jeu que je surkiffe, c'est Crusader Kings 3. Et qui est un jeu de grande stratégie, donc, mais en même temps jeu de rôle, de Paradox, dont tu as dû entendre parler, j'imagine. Et je connais la série des Crusader Kings, mais j'y ai pas joué. Mais je connais. En fait, là, tu vois, le rapport à la mort dans ce jeu-là, c'est presque un rapport de gestionnaire, puisque tu as toujours ce principe où tu incarnes un personnage qui est le roi ou le baron, enfin on s'en fout. Et évidemment, l'âge avance, et puis à un moment, il meurt. Et par exemple, vu que tu vas incarner son héritier, mais son héritier peut être un truc un peu comme dans Shovel Knight, tu vois. C'est-à-dire que son héritier peut être complètement nul, quoi. Pas Shovel... Si, c'est Shovel Knight, ou je crois que tu... Je pense que tu veux dire Rogue Legacy, merci. Exact. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire tu as son descendant, puis son descendant, il a des caractéristiques tirées au hasard, donc ça peut être n'importe quoi. Sauf que là, c'est un jeu de stratégie. Donc tu peux assassiner, si tu vois que ton héritier, tu sais déjà qu'il va être ton héritier en avance, si tu vois qu'il est nul, tu peux par exemple l'assassiner pour en prendre un autre. Pour espérer avoir un héritier un peu meilleur, tu vois. Donc tu as des mécaniques comme ça où on te fait jouer avec la mort finalement.
Ah, c'est vachement intéressant, ça. C'est encore une autre façon d'aborder la mort, tu vois. Alors, c'est très lent, évidemment, c'est des jeux de grande stratégie, tu joues 70 heures, t'en as pas vu la moitié, enfin, tu connais, hein, c'est vraiment le délire, c'est un autre délire. Mais il y a ce côté, j'aime bien cette mécanique où on te force finalement à être horrible et à jouer avec la mort des personnages pour pouvoir tirer tel ou tel avantage. Parce que tu peux le faire évidemment pour les autres, c'est-à-dire tu peux aller assassiner un fils, un héritier, un futur héritier pendant qu'il est encore dans le berceau, un futur héritier d'un autre royaume parce que t'as pas envie qu'il devienne trop fort le royaume ou t'as envie qu'il éclate ou enfin tu vois ce genre de choses quoi. C'est vraiment. Ah oui, non, je vois bien. C'est un petit peu la philosophie de jeu que tu retrouves aussi dans Darkest Dungeon, Oui. où la manière la plus rentable de jouer, c'est de beaucoup maltraiter ton équipe pour qu'elle rapporte le plus de trésors possible. Ouais, exactement. Là aussi, il y a un rapport dans Darkest Dungeon, un rapport avec la mort et avec l'ambiance morbide qui est terrible, quoi. C'est tout le propos du jeu, là aussi. T'as l'impression qu'ils sont tous au purgatoire dans ce jeu, c'est affolant. Oui, ouais, c'est des environnements pas marrants. Eh bien, je pense qu'on a bien fait un petit tour d'horizon de la question de la mort dans les jeux vidéo. On a vu que c'était pas si évident que ça, hein, de mettre des mots dessus, puisque ça peut représenter plein de choses différentes. Et il y en a surtout très peu, finalement, la mort dans les jeux vidéo. Je trouve ça très rare, tu vois, après en avoir discuté. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est des choses dont on peut vraiment dire, bah là, c'est sûr, il y a quelqu'un qui est mort. C'est pas si évident que ça. Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter, donc je propose qu'on s'arrête là. Merci Sectaire d'avoir accepté mon invitation, ça a été un grand plaisir de discuter de ça avec Merci toi. pour ton invitation, c'était top. Et je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage, merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, PodCloud, Apple Podcast, votre podcast préféré, Spotify. Mettez-nous des étoiles, ça fait plaisir. Mettez-nous des commentaires. Vous pouvez envoyer vos courriers des lecteurs à hottakes.slowburn@gmail.com. Et puis où est-ce qu'on peut te retrouver toi, Sectaire? Alors moi, on peut me retrouver la plupart du temps sur ma chaîne Twitch, Sectaire Down, comme CEKTERDOWN, sur Twitch. T'as vu la pub que je fais? Je fais super bien la pub. Je suis nul en pub, c'est incroyable. Ah bah je tends la perche aux invités à la fin de l'épisode. Écoutez, je pense que tout ce qui me reste à dire, c'est qu'on se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.